Universités en sciences d'éducation au laboratoire Fred à l'Université de Limoges. Ses thèmes de recherche portent sur l'éducation à la responsabilité, à la pensée critique et à l'environnement. Et le titre de sa communication est exposé, donc on va écouter Hélène pour 20 minutes. Merci pour cette présentation. Donc, j'ai un petit peu modifié la présentation par rapport à ce qui est annoncé dans le résumé et le titre qui est présenté dans le document de présentation du colloque. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. J'ai préféré resserrer sur ce qui est ma spécialité de recherche, l'éducation à la responsabilité, et évoquer le lien avec l'éthique du CARE, qui à mon avis est vraiment important, c'est pas une thématique que je travaille habituellement dans mes recherches, l'éthique du CARE. Je l'ai juste abordé de manière superficielle. Ce que je vais vous présenter ici, c'est d'abord quelques petites généralités sur l'éthique du CARE, mais enfin vous en avez déjà pas mal entendu parler ce matin. Et je vais présenter des obstacles épistémologiques et psychologiques à la mise en œuvre d'une telle éthique dans le contexte institutionnel, je dirais, et je vais plus particulièrement me concentrer sur le contexte universitaire dans cette communication, ce qui va me conduire à formuler d'une manière originale un problème éducatif et proposer des pistes éducatives. Tout d'abord, comment ces notions d'éthique, responsabilité, care et vulnérabilité sont reliées d'une manière très rapide. Madame Mortari tout à l'heure a évoqué le lien entre la responsabilité et l'éthique. Effectivement, en anglais, par exemple, responsible, c'est être capable d'une réponse. Et ça inscrit donc l'individu dans le temps, dans une solidarité vis-à-vis de ses actions et le devoir d'y répondre vis-à-vis de lui-même, d'autrui. Et c'est en cela au cœur de la notion d'éthique. La démarche éthique vise à devenir responsable. Et c'est aussi tout à fait au cœur de la notion d'éducation. Quand on éduque un enfant, le but c'est qu'il puisse devenir responsable de lui-même, se passer de tuteur, d'éducateur. Et tel que je l'ai thématisé dans mes recherches, je la considère comme reposant sur la prise en compte, on pourrait dire juste, de soi, autrui et l'environnement non humain, en l'occurrence, auquel on fait une faible part, pour certains auteurs en tout cas, dans l'éthique du CARE. Alors juste un petit rappel, Roger Mongeau juste avant a rappelé l'opposition entre l'éthique du CARE et l'éthique de la justice. Un rappel que ça vient de la psychologie sociale morale, et Kohlberg a mené donc des entretiens basés sur des dilemmes moraux, et il analysait le raisonnement moral fait par de jeunes individus, notamment vis-à-vis de ces dilemmes, comment ils justifiaient leurs choix moraux. Et il a proposé que finalement il y avait un développement moral tel que le stade ultime de développement correspondait à des justifications qui ont recours à des principes universels tels que celui de justice, le principe kantien comme l'a rappelé Roger. Et l'éthique du CARE de Gilligan, notamment, elle vient en distinction de ces approches-là pour montrer que les approches qu'on retrouve plus généralement chez un public féminin ont été minorées comme, selon Kohlberg, ne relevant pas de la morale, puisque ne relevant pas de ces principes universels. Et elle a proposé donc une éthique alternative qui correspond en fait à un développement dans lequel il y aurait d'abord une orientation vers la survie individuelle, ensuite le bien serait considéré comme un sacrifice de soi, donc dans le premier cas c'est moi d'abord, ensuite c'est les autres d'abord, et le stade ultime, ça serait un stade de non-violence, avec un souci de ne pas blesser l'autre et si possible d'en prendre soin, qui va avec un dépassement du dualisme entre soi et autrui. Et je l'ai mis en rouge, ce dépassement du dualisme, parce que je vais revenir dessus. Alors, le mot CARE n'est pas toujours traduit, il l'est parfois par sollicitude. On a évoqué déjà, mes prédécesseurs ce matin ont évoqué le lien avec la notion de vulnérabilité. Et on peut voir dans ces deux termes, l'étymologie de ces deux termes, le lien avec la dimension affective.
Et bon, ça je vais passer parce que je vois que je suis assez en retard. Je vais juste me concentrer un peu là sur les obstacles. L'obstacle épistémologique du dualisme. L'épistémologie, ça renvoie au statut du savoir, à sa portée, à ses limites. Donc, je pourrais dire d'une manière un peu vulgarisée notre rapport au savoir. Et selon Morin, il y a en Occident un principe de dualité, il y a une épistémologie de la simplification qui nous conduit à exclure deux termes qu'on considère comme opposés, qu'on considère comme contraires. Donc le noir exclut le blanc, la lumière exclut l'obscurité, etc. Ou d'autres exemples, la raison exclut l'émotion, le corps l'esprit, le savoir l'action. Et ce qui est particulier aussi dans notre culture, dans ce que Lemoigne appelle l'épistémologie institutionnelle, c'est qu'on considère la plupart du temps qu'il y a une supériorité axiologique du premier terme. C'est-à-dire que la raison est plus importante que l'émotion, le savoir est plus important que l'action, l'objet que le sujet, etc. Et donc ça pose des problèmes en termes de responsabilité, parce que si c'est plus important ce qu'on dit que ce qu'on fait, la responsabilité, elle engage de répondre de ses actions. De ses paroles aussi, certes, mais si... donc là, on a un archétype en éducation avec ça, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui est considéré comme un des plus grands référents dans ce qui est des théories de l'éducation, et qui n'a élevé aucun de ses enfants, qui l'ont tous été par l'assistance publique. Et ça, c'est assez représentatif de cette culture dualiste qui donc s'oppose en cela à la responsabilité. Alors maintenant, du point de vue psychologique, comment ça se traduit ? Notamment, ça se traduit par le mécanisme de projection, et c'est ce que je thématise dans mes recherches comme l'ego. J'ai plus le mot exact, c'est le moi souverain qu'évoquait Roger Mangeot, c'est-à-dire que sur le plan psychologique, un individu interagit avec l'environnement sur la base d'un déjà-là, de conditionnement extérieur et passé. Par exemple, la langue dans laquelle il pense, qui est évidemment culturellement connotée, y compris en termes de valeurs. Et l'individu projette sa perception du monde sur le réel, et il se sent, l'ego, ça va avec un sentiment de séparation entre soi et le réel. Il y a cette impression que l'autre, sa qualité essentielle, c'est d'abord qu'il n'est pas moi. Et ça va avec un aspect déformant. C'est-à-dire, alors là je vais l'illustrer rapidement avec les processus attentionnels. C'est-à-dire que si vous avez par exemple en haut, là vous êtes à un buffet et vous avez des tartelettes devant vous, votre système cognitif, il va grossir dans votre réalité subjective ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc, par exemple, si vous adorez les tartelettes aux fraises, il y a ce qu'on appelle la saisie de l'information, c'est ce qu'on appelle la magnification intentionnelle. Dans votre réalité subjective, c'est grossi. Et puis, j'ai pris l'exemple d'une tarte au verre à soie, parce qu'ils en mangent en Corée, c'est un pays dans lequel j'ai habité. Et à contrario, tout le reste, qui n'est pas important selon cet héritage qui vient du passé, ces conditionnements culturels et personnels, qui ne fait pas sens pour vous, est minimisé par un processus qu'on appelle l'inhibition attentionnelle. Et donc, c'est comme si ça faisait moins partie de votre réalité subjective, ou quasiment pas. Et donc, on interagit comme ça, tous, c'est humain, d'une manière biaisée avec notre environnement, d'une manière qui déforme cette réalité. Et un des gros problèmes, en fait, c'est qu'on a la plupart du temps l'impression de percevoir la ligne du haut, la ligne en bleu, comme si on voyait tout sur un plan d'égalité. Et donc, dans cette manière d'interagir qui est déformée avec le réel, sur la base de l'ego, quelque chose qui est essentiel, c'est ce sentiment de dualité, dans lequel il y a trois termes, il y a moi, ce qui n'est pas moi, et la séparation entre les deux. C'est parce que je me sens séparée de la tartelette aux fraises que d'un seul coup, ça va accaparer toute ma réalité subjective, et qu'au détriment de tout le reste qui est présent à ce moment-là, y compris moi-même d'ailleurs. Et un point très important de ces mécanismes liés à la projection, c'est le fait qu'ils soient inconscients. C'est-à-dire, au moment où mon attention, ma conscience est projetée dans ce désir de tartelette,
je n'ai pas conscience de ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas conscience que je n'ai pas conscience de moi, ni de ce qu'il y a autour, ni des tartelettes que je ne sais pas trop à quoi elles sont, parce que c'est de la mousse grise, par exemple, qui est dessus, et que j'arrive pas à identifier. Alors, ce qui est important de noter, c'est que ces processus-là, déformants, de projection, ils n'ont pas seulement lieu à l'échelle individuelle et subjective, mais aussi à l'échelle collective et qu'on pourrait appeler objective. Ils ont lieu en sciences, et ça, ça a été analysé. Moi, je me suis amusée à l'analyser dans mon domaine d'origine, qui est la biologie moléculaire. Là, je reprends Fourès qui parle du plaisir esthétique où l'être humain retrouve son esprit dans le monde qu'il structure. C'est-à-dire que l'être humain donne des significations par rapport à ce qu'il connaît déjà. Pour prendre un très rapide exemple, en biologie moléculaire, on parle de transcription des gènes, de traduction des gènes. Ce sont des métaphores à la base par rapport à l'activité humaine d'écriture et de changement de support. Et donc les significations qu'on donne, y compris à des molécules, viennent de significations qui sont sociomorphiques ou anthropomorphiques qu'on projette sur les objets d'étude. Donc au niveau éducatif, le problème est que le troisième stade de Gilligan, le non-dualisme, du coup suppose une révolution au moins épistémologique et phénoménologique, c'est-à-dire liée à notre conscience. Si notre conscience, elle a de base un fonctionnement duel, où on se sent séparé des choses sans même s'en rendre compte, eh bien, il y a des changements opérés au niveau de la conscience si on veut réaliser ce dépassement d'un dualisme et donc la mise d'instancier réellement une éthique du care. Alors, les pistes épistémologiques, je ne vais pas les évoquer ici, plus que pour dire qu'il y en a plein dans les théories de la complexité, ce qui est appelé plus généralement l'épistémologie constructiviste, avec par exemple celle de Lemoine ou de Morin, entre autres. Mais ça pose la question, comment est-ce qu'on peut opérer cette révolution de la conscience et donc être libre du fonctionnement basé sur un ego qui se sent séparé. Alors là, je vais présenter très succinctement les modalités possibles d'un changement du fonctionnement de l'esprit. L'esprit, je le thématise dans mes recherches comme étant, je le modélise comme étant composé de conscient et d'inconscient. L'inconscient cognitif, on n'est pas obligé d'avoir recours à l'inconscient psychanalytique, il y a des recherches plus récentes là-dessus. Et comment ce fonctionnement de base il peut augmenter. Alors là, j'ai fait dans mes travaux précédents une analogie avec un processus mathématique qu'on retrouve dans les théories de Gödel, je ne vais pas le développer ici, mais en fait vous avez à gauche là l'esprit relatif basé sur l'ego qui projette avec sa petite caméra, qui n'a pas conscience qu'il projette. Il peut y avoir le développement d'une réflexivité, c'est-à-dire la conscience de ce mécanisme même. De ce mécanisme qu'il y a une projection basée sur un ego et il peut y avoir le développement d'une conscience de ce fait qui devient plus large et non duel. Alors je vais juste parler là de la première étape. La projection en mathématiques, c'est un mécanisme unidirectionnel. Donc si vous projetez une forme sur un plan, il n'y a pas de retour en arrière. Cette forme, l'endroit d'origine imprègne l'endroit de destination et c'est comme ça. La réflexivité, au contraire, il y a un retour à l'envoyeur, si je puis dire, et les phénomènes, au lieu d'être le lieu de l'absorption de la conscience ou de l'attention, deviennent des réflecteurs qui permettent au sujet de se voir révéler ses propres processus cognitifs et sa propre conscience. Et c'est ça qui vise à être développé dans une éducation à la responsabilité. Alors j'ai proposé plusieurs acceptions des réflexivités. Une réflexivité qui serait cognitive, qui interviendrait à l'intérieur même de la pensée, et ça c'est ce qu'on appelle la pensée réflexive, tout simplement, ça a été beaucoup travaillé en sciences de l'éducation. Une réflexivité dialogique, qui renvoie plus au processus matériel ou social, et qui renvoie au réflecteur nécessaire pour avoir ce dialogue finalement, le réflecteur pouvant être autrui, ou l'écriture, comme on a entendu aussi plus tôt. Ma collègue Marie Gola disait, c'est à la fois une manière de prendre de la distance et de se rapprocher, de mieux connaître.
et la réflexivité phénoménologique, cette capacité à être conscient de soi, de ses fonctionnements et de l'environnement au sens large, humain et non humain, d'une manière simultanée. Alors là, je vais plus un peu parler de celle-là, comment devenir, changer le fonctionnement de sa conscience. Il existe des pratiques, notamment, moi celle auquel je m'intéresse le plus, ce sont les pratiques de méditation. Là, je renvoie à la définition de Lutz, qui est un grand neuroscientifique de la méditation, qui considère comme un entraînement attentionnel et un entraînement à la régulation des émotions. Si on l'utilise selon cette perspective, puisque l'effet dépend de la perspective dans laquelle on l'utilise, si on l'utilise dans cette perspective de développer sa réflexivité, eh bien, il y a des données empiriques qui commencent à montrer qu'effectivement, méditer permet de mieux se connaître et d'être plus conscient de nos processus cognitifs. Charité bien ordonnée commence par soi-même, parce que du point de vue du care, et ça a été évoqué aussi ce matin déjà, avant d'espérer sauver ou aider autour de soi, eh bien, on doit d'abord commencer par soi-même, c'est-à-dire que d'abord prendre en compte, être capable d'accueillir nos propres vulnérabilités, nos propres petitesses, nos propres émotions en nous-mêmes. Sinon, on aura du mal en fait à le faire avec les autres. D'ailleurs, les tentatives de suppression émotionnelle, c'est selon certaines sources la plus grande source de psychopathologie, et c'est avec l'évitement émotionnel ce qui permet le maintien de l'ego et le maintien d'un sentiment de dualité. Ça, je le développe dans mon ouvrage qui va paraître dans quelques jours. Là, je n'ai pas trop le temps de le développer ici, et c'est clairement ça établi aussi, si je puis dire, par les thérapies comportementales et cognitives. Alors pourquoi les savoirs thérapeutiques ils sont intéressants? Parce qu'ils sont spécialisés dans le changement de comportement. Et dans cette troisième vague aujourd'hui, qui est la vague émotionnelle, il est clairement établi que c'est fondamental d'apprendre à accueillir nos émotions pour pouvoir évoluer, changer de comportement. Alors là, je vais, dans le temps qui me reste, très rapidement, vous présenter un module universitaire que j'ai ouvert en 2011 à l'Université de Montpellier ici, qui a fermé l'année dernière avec mon départ dans une autre université, et qui s'intitulait « Initiation à la méditation dans une démarche éthique » et qui correspond à la mise en œuvre pratique des principes que j'ai évoqués juste avant. Je l'ai reformulé là pour l'ouvrir, le divulguer en Meditation Based Ego Reduction, en clin d'œil au programme MBSR pour ceux qui connaissent. Ça se passait comment? C'était un module de culture générale en licence 2 de 25 heures. Il y avait 6 séances de 3 heures et une journée de sortie de méditation en silence. Dans ce module, on alliait la théorie, des pratiques de méditation et des exercices qui visent à favoriser la prise de conscience de certains processus cognitifs. Et c'est là où ça se distingue quand même pas mal du programme MBSR, parce que c'est pour ça que j'ai choisi le mot méditation et pas mindfulness pour ceux qui connaissent. C'est parce que on va utiliser, dans ce module, on utilise des méditations qui mobilisent le mental dans le but d'orienter son fonctionnement vers une meilleure prise en compte de soi, autrui et l'environnement. Et puis il y a évidemment la pratique autonome des étudiants qui sont invités à pratiquer chez eux. Alors, des exemples de thèmes qui sont abordés dans le module, l'éthique, les valeurs, la notion d'ego, de jugement, la gratitude, l'empathie, l'apparentement, la créativité et bien sûr la régulation et l'intégration des émotions. Alors pour terminer, je voudrais présenter un témoignage d'étudiants. J'en ai recueilli de nombreux, je pense que je vais travailler à les publier d'une manière ou d'une autre. Nombreux sont ceux qui évoquent le fait que ce module a énormément changé leur vie. J'ai choisi ce témoignage-là parce que je trouve qu'il est assez remarquable dans l'illustration que ce module lui a permis de développer une attitude de care, si je pourrais dire. Donc voilà ce qu'écrit cet étudiant. Durant les 2 mois dans lesquels j'ai suivi le module, j'ai remarqué un véritable changement dans ma manière d'être et de voir les choses. Ce changement était si important que mes amis et ma famille m'en ont même parlé. Avant de commencer la méditation, j'étais un jeune homme un peu perdu dans son orientation, dégoûté du monde,
Je cherchais sans cesse la confrontation et je ne me sentais exister qu'au travers d'un rapport de force. Je me sens vraiment différent de celui que j'étais à la rentrée en septembre. Je suis plus calme et je ne cherche plus la confrontation à tout prix. Je me sens plus heureux ou du moins épanoui. J'ai quitté mon groupe politique car je me suis rendu compte que ma vision d'un monde meilleur ne pouvait pas être atteinte par la violence. Je pense qu'il faut montrer l'exemple, agir avec les autres comme on voudrait qu'ils agissent avec nous, car nous sommes toujours l'autre de quelqu'un. Ce témoignage, je trouve, illustre assez bien cette notion d'un cheminement vers une sortie du dualisme entre soi et l'autre et d'une intégration de l'importance de la non-violence. En termes de perspective, je voulais juste mentionner ici que je mène des recherches empiriques pour tester l'impact de programmes de méditation, au collège notamment, que j'œuvre actuellement à ouvrir un DU qui s'intitulerait, un diplôme universitaire qui s'intitulerait Éducation, éthique et méditation à l'Université de Limoges. Donc, ce n'est pas encore habilité puisque les procédures se feront dans le prochain semestre. Mais c'est important pour moi d'œuvrer en tout cas à l'étude scientifique de ce genre d'approche et à leur institutionnalisation aussi. Alors je viens de... Donc ça c'est un livre qui va sortir dans quelques jours, donc pour une éducation à la responsabilité aux éducations IST, qui présente tous les aspects théoriques de ce que là j'ai évoqué vraiment d'une manière très très succincte. Suivra le manuel pratique du programme MBER que j'ai mis en œuvre, là, dont je vous parlais, que j'ai illustré à la fin. Et puis en attendant, si vous êtes en mal de manuel pratique et que vous êtes très pressé de mettre en œuvre ça, eh bien je vous recommanderais aussi le programme CARE, qui a été monté par une de mes très chères collaboratrices, Rebecca Champlan. Et je sais qu'il y a Ilios Kotsou qui a contribué aussi à ce programme, qui viendra parler dans le cadre de ce colloque. Et voilà, cet ouvrage vient de sortir. Alors, c'est assez différent du programme MBER, mais on y retrouve des orientations convergentes. Merci beaucoup.